Le fleuve Tarim était autrefois grand de 2400 km. Il alimentait de nombreuses oasis. Au fil des années, son cours a changé fréquemment. Mais où qu'il passe, il y a des forêts de peupliers de l'Euphrate. Plus de 60% des peupliers de l'Euphrate du monde vivent sur les bords du fleuve Tarim. Les arbres, qu'ils soient jeunes ou vieux, saisissent l'opportunité de la saison des pluies qui dure 3 mois pour boire suffisamment d'eau afin de survivre le reste de l'année. C'est aussi le meilleur moment de l'année pour les cigognes noires. Les jeunes oiseaux ont grandi. Ils suivront bientôt leurs parents dans le sud chaleureux pour y passer l'hiver et ils reviendront dans le désert l'année prochaine. Le moment le plus formidable de l'année arrive. En automne, les feuilles des peupliers de l'Euphrate deviennent dorées. Si les arbres avaient la faculté de rêver, il est fort probable que certains des peupliers de l'Euphrate rêveraient d'eau. Les pousses de bambou sortent du sol et les graines de reine Claude suivent le courant de l'eau. Mais des accidents peuvent se produire à tout moment durant le voyage de la vie. Beaucoup d'organismes vivants survivent en fonction de leur quantité. Les graines de palétuvier montrent un instinct de survie remarquable. Quand le fruit du palétuvier arrive à maturité, il reste dans l'arbre pour y être nourri et germer. Au final, une petite plantule apparaît. C'est une plantule vivipare unique. La racine de cette petite plante est plus lourde que ses feuilles, ainsi, quand elle se détache de l'arbre, la plantule atterrit sur le sable bien droite, d'où une capacité à se planter toute seule. Cependant, les plantules ne se plantent pas toutes de la même manière. Celles qui le font poussent où elles sont tombées. Quant à celles qui échouent, il leur reste une seconde chance. Elles naviguent dans les eaux. La surface des plantules est riche en tanins amers, ce qui a pour effet de repousser les créatures de la mer. Le tanin est aussi un excellent antiseptique, et il empêche l'écorce de pourrir pendant 2 mois de navigation. Les plantules vivipares sont dans un état de somnolence. Elles n'enclenchent pas encore le processus de photosynthèse, car elles attendent d'être en contact avec la vase. Une fois sur la plage, elles prennent racine. Le désert de Taklamakan a les grains de sable les plus fins. Comme pour les graines des peupliers de l'Euphrate, ils ne pèsent qu'1 millième de gramme et sont facilement emportés par le vent. Chaque automne, quand le fleuve Tarim coule, des milliards de graines sont dispersées des peupliers de l'Euphrate pour chercher une rivière dans le vaste désert. Mais les graines n'ont qu'1 semaine pour accomplir leur mission, avec une chance sur 1 milliard de pousser dans un des immenses arbres du désert. Il y a un autre arbre dont la vie est le synonyme même de légende. Le sapin en argent a été baptisé le sapin roi par les habitants du coin. Il est vieux de 300 ans.
Il trône seul sur un rocher escarpé du mont Yuechang à 1400 mètres de hauteur. Les fossiles trouvés prouvent que les sapins d'argent se sont étendus à travers l'Eurasie il y a 4 millions d'années. Avant la découverte du sapin roi, les scientifiques pensaient que le sapin d'argent s'était éteint durant l'ère glaciaire il y a 2 millions d'années. Le sapin d'argent produit des nouvelles feuilles sous la forme d'aiguilles au printemps. Les deux bandes blanches sur la partie inférieure de ces feuilles sont ses organes de respiration et sont très différents des autres sapins. La température monte. Grâce au vent, les fleurs mâles étincellent le ciel de pollen mûr. Quant à elles, les fleurs femelles du même arbre terminent le processus de reproduction dans cette pluie de pollen. Il faut compter 31 mois entre la formation de la cellule de sapin d'argent jusqu'à la maturation de la graine. Cela inclut 2 hivers et 2 périodes inactives. On raconte que cette longue période de procréation est un héritage qui date d'avant l'ère glaciaire. Aujourd'hui, il n'y a nulle part ailleurs dans le monde que la forêt vierge à la limite est du plateau de Yunnan-Guizhou, où l'on peut trouver plus de 4000 sapins d'argent au même endroit. La plupart des arbres sont vieux. Il y a peu de jeunes membres dans cette communauté. La forêt est un phénomène qui attire une attention grandissante dans le cercle des biologistes. L'existence du sapin d'argent est très liée avec les hautes montagnes et les vallées profondes du plateau de Yunnan-Guizhou. À l'est, le plateau est la deuxième marche de transition du plateau tibétain. Ici, les séries de bassins, de vallées et les hauts plateaux de karst protégeaient les plantes anciennes des effets de la 4e ère glaciaire. Beaucoup d'animaux ont aussi été sauvés d'un destin funeste. Mis à part le sapin d'argent, les autres survivants ici incluent les fossiles tels que le sapin sigu, le cyprès de Fujian, le podocarpus de Java et le lyriodendron. De nombreux animaux profitent aussi de l'environnement hétérogène du plateau de Yunnan-Guizhou. Les ancêtres du faisan d'argent, aussi connus sous le nom de poulet d'argent, pouvaient voler. Mais la nourriture était tellement abondante qu'au fil du temps, leurs ailes ont fini par dégénérer. Ils n'ont qu'à se baisser pour manger. C'est aussi le foyer d'un mammifère très ancien, l'écureuil volant, un cousin très proche de l'écureuil ordinaire. Il est mis à l'écart des autres mammifères car il a la particularité de faire des vols planés. Sur le territoire de Chine, les forêts sont toutes saisonnières, avec l'exception d'une petite partie de forêt tropicale. Parce que les forêts changent avec les saisons, leurs habitants doivent changer leur régime alimentaire en conséquence.
Les montagnes Qinliang forment une barrière géographique naturelle qui divise la partie nord et la partie sud de la Chine. En s'étendant sur 800 km, elles stoppent le froid sur le front nord et dessinent des pluies torrentielles issues du fleuve Hanjiang sur le front sud-est. Les montagnes Qinliang sont aussi divisées sur le Yangtze et le fleuve Jaune. On distingue un contraste fascinant entre le versant sud et le versant nord, avec un climat semi-tropical et un climat chaud. La végétation abondante crée le spectacle unique d'un paradis de vie sauvage sur des terres élevées. L'ibis nippon trouve du poisson et des loches dans les ruisseaux et dans les étangs. Au printemps, on peut percevoir les appels de la parade nuptiale depuis le pied de la montagne. En 1981, les ornithologues ont trouvé le dernier des 7 ibis nippons sauvages dans les montagnes Qinliang. En moins de 30 ans, leur population avait augmenté à plus de 1000 individus. Les pandas géants vivent dans le versant sud. Ils sont maintenant en chaleur. Les femelles frottent leurs hormones contre les arbres en signe d'invitation aux mâles. Les pandas géants sont des animaux solitaires. Il est très rare de les apercevoir ensemble. La femelle regarde les deux combattants en attendant patiemment le résultat de la bataille. Les blessures infligées lors des combats sont la cause principale de mort parmi les pandas géants. C'est dans les montagnes Qinliang qu'on peut apercevoir les pandas le plus facilement car nous nous trouvons dans leur habitat. Les pandas n'ont pas d'ennemis naturels dans les montagnes. La pire menace qui peut peser sur eux est leur appétit. Les tiges de bambou sont leur nourriture principale, mais tout comme leurs cousins éloignés, les ours, les pandas ont l'estomac et les intestins d'un animal carnivore. Leur corps a du mal à absorber une alimentation à base de bambou. C'est la raison pour laquelle ils passent 14 heures par jour à manger. En été, les arbustes alpins et la prairie retrouvent leur vitalité. Les taquins retournent dans leur paradis d'été à 3000 mètres d'altitude. Malgré leur poids d'une demi-tonne, ce sont des experts de l'escalade en montagne. Ils se déplacent dans les régions hautes avec aisance. Les hautes montagnes et les forêts ont protégé la région de l'invasion humaine. Ainsi, les vastes régions de forêts vierges du centre de la Chine, dont les montagnes Qinliang, les montagnes Tapa et Shennongtia, sont restées intactes. L'automne est le moment le plus admirable et le plus coloré des saisons forestières. C'est maintenant que les esprits de la forêt, les singes dorés du Qinliang, apparaissent. Un mâle est le chef du clan. Comme c'est le plus fort, il jouit d'un certain privilège, celui d'occuper le plus grand bouleau rouge. De cet endroit, il peut surveiller son royaume. Les petits singes qui sont nés cette année ont encore beaucoup à apprendre sur la dure loi de la vie sauvage. Pour le moment, ils ne savent que jouer. Ils dépendent encore du lait maternel
et n'ont pas besoin de chercher de la nourriture. Les feuilles fraîches sont leur repas favori. En automne, les fruits mûrs font aussi partie de leur alimentation. L'automne est la saison pendant laquelle les femelles sont le plus souvent enceintes. C'est aussi le moment pendant lequel les singes sont le plus violents car ils sont extrêmement jaloux. Un singe mâle lance un défi de force. Il a encore perdu. Il devra passer l'hiver tout seul en espérant pouvoir tenter sa chance l'année prochaine. Pendant ce temps, dans les forêts des montagnes Changbai, des animaux attendent l'hiver. Les montagnes Changbai jouent le rôle d'hôtes pour la région entière de la toundra alpine de l'Asie de l'Est. Ici, les montagnes de basse altitude, les forêts de bouleaux et les forêts d'aiguilles, des climats froids tempérés, s'étendent sur des milliers de kilomètres de végétation à travers diverses zones. Celles-ci varient entre des températures moyennes et des températures extrêmes. Les montagnes Changbai sont composées de forêts de pins de Corée et de feuillus. Parmi les riches variétés de la faune et de la flore, le plus célèbre est le pin de Corée. Le pin de Corée roi est le seul survivant d'une éruption volcanique qui a eu lieu il y a 400 ans. Les autres arbres sont nés des cendres du volcan. Les pins de Corée se trouvent en grande partie dans les montagnes Changbai. Il y en a aussi, mais un peu moins dans les montagnes Shaoxiang, Anliang, au nord-est de la Chine. Ces forêts délimitent la zone de production industrielle de bois. Les aiguilles des pins de Corée ne sont pas adaptées à la consommation, mais elles produisent des pommes de pin. Celles-ci ne sont mûres qu'au bout de 2 ans. Elles quittent les arbres et tombent au sol. Les graines de pin de Corée laissent échapper un arôme très fort qui attire les créatures des alentours. Pour ouvrir les pommes de pin, chaque animal a sa manière. Les dents aiguisées de l'écureuil gris semblent avoir été conçues pour cette tâche. Pour le tamia, le fruit du pin de Corée est bien trop gros. Il veut trouver un point faible. Le bec du gros bec casse-noyau est tellement puissant qu'il n'a aucun mal à ouvrir les coquilles. C'est le dernier festin de la forêt avant l'arrivée de l'hiver. Rassasié et satisfait, le tamia essuie l'huile de pin de sa bouche sur du lichen. La citelle torche-peau est occupée à cacher ses graines de pin dans l'arbre pour ses provisions hivernales. L'écureuil gris enfouit sa nourriture dans le sol à l'abri des regards. Avant l'hiver, un écureuil va faire plus de 50 réserves, chacune contenant au moins 30 graines de pin. Par conséquent, les graines de pin de Corée ont l'occasion d'être enterrées et de germer sous terre. En utilisant leurs graines délicieuses comme récompense, le pin de Corée embauche les animaux tels des fermiers pour enfouir ses graines.
Entre le pin de Corée et les créatures de la forêt, il y a une relation merveilleuse de bénéfices mutuels, ce qui contribue à un écosystème varié et complet centré sur le pin de Corée. Du champ de glace au désert, de l'océan aux montagnes, les habitants de la forêt ont fait preuve de détermination dans leur résistance aux conditions extrêmes et d'une capacité à s'adapter. Bien que beaucoup d'autres aient été dans les parages depuis plus longtemps que les hommes, ils gardent beaucoup de vigueur. Et c'est ainsi que continue le long processus de l'évolution. La forêt la plus basse au monde se situe au point où la mer et la terre se rejoignent. Les aigrettes se lèvent tôt le matin. La forêt de mangrove est l'habitat de plusieurs espèces de ces oiseaux. Les plus gros sont les aigrettes de Chine, les plus petits sont les crabiers de grès, mais les plus nombreux sont les hérons garde-bœufs à tête jaune. Les bébés aigrettes naissent en mai, mais ils sont encore faibles. Les parents ont jusqu'à la saison des typhons qui débute dans un mois pour les élever. Avec plus de bouches à nourrir, le couple d'aigrettes se lève tôt le matin pour chercher de la nourriture. Avec son soleil rayonnant et ses pluies, l'île de Hainan est l'endroit idéal pour la pousse des palétuviers. En Chine, on peut trouver pas moins de 27 espèces de ces arbres. Parmi elles, le Soneratia, qui est sans conteste le plus grand. La zone totale de mangrove sur le long des côtes de la Chine est de plus de 15 000 hectares. La majeure partie se trouve dans le Hainan, le Guangdong et le Guangxi. Le nombre d'espèces diminue lorsqu'on se rapproche du nord. Dans la province du Zhejiang, il n'y en a qu'une seule, l'Arycenia marina. C'est la saison de floraison pour les palétuviers. Certaines fleurs n'ont pas de pétales, malgré les calices qui y ressemblent. Dans cette région côtière, les graines doivent germer avant l'arrivée des typhons. Le sol de la forêt de palétuvier est un marécage d'eau de mer. Mélangé aux feuilles mortes et aux racines, il crée un sulfure d'hydrogène toxique. Malgré tout,
c'est un paradis pour bon nombre de petits animaux.